Salutations à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans l'Hebdo, votre magazine qui traite les questions liées à l'actualité brûlante du pays. Vous le savez fort bien, nous en avons comme c'est la coutume dans cette émission de vous proposer avec un invité sur place pour pouvoir vous donner une information de première main. Comme à l'accoutumée, nous recevons aujourd'hui un ami, un cadre spécial, quelqu'un qui s'identifie déjà dans un grand parti, une grande formation politique du pays. Il s'agit bel et bien de la FDCA, que préside l'honorable sénateur Bahati Lukobe, président du Sénat congolais. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous donner la charpente de l'émission de ce jour, avant que je ne puisse vous présenter l'invité avec qui nous allons échanger pour pouvoir vous donner la matière de la semaine. Nous allons parler comme c'est là de l'enterrement de Denis Kadima. Vous le savez fort bien, ça continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Son enterrement a été entaché d'irrégularité, comme pense Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et quelques membres de l'opposition. Vous le savez aussi fort bien, passez-moi le pléonasme, l'ancien ministre j'ai envie de dire, des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda s'est rendu hier, a été voir Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, pour parler justement de cette question, pour pouvoir trouver un consensus, histoire de dégager un point de vue commun avant d'aller aux élections, j'ai envie de dire. Nous allons parler en même temps d'une proposition d'un Congolais qui pense qu'on doit rafler ses pouvoirs aux confessions religieuses, parce que, vous le savez fort bien, ils nous ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, ils nous ont fait tourner, et selon ces mots, on doit lui retirer le pouvoir d'organiser les élections. Ça doit rentrer d'entre les mains du ministère de l'Intérieur afin que nous ayons de bonnes élections. Parce qu'à chaque fois, nous nous rapprochons des élections, c'est toujours le même problème. Et les mêmes problèmes produisent toujours les mêmes effets. Et ce n'est pas évident. Enfin, nous allons chuter avec ce qui s'est passé hier. Vous le savez, les élèves ont pris d'assaut les installations du Palais du Peuple pour pouvoir manifester, faire entendre leur voix par rapport à la gratuité. Les enfants ne font que réclamer leurs droits. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui les a poussés? C'est de cela que nous allons en débattre dans cette émission, au cours de cette émission, j'ai envie de dire, avec quelqu'un que vous connaissez, il est habitué de plateaux de télévision. Il s'agit bel et bien de Chris Mukendi, cadre de parti de Bahati Lukobe, communicateur de la FDC. Je le reçois avec un grand honneur et plaisir dans cette émission. Je vous le présente, il s'appelle Chris Mukendi, à qui je m'en vais dire bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo. Bonsoir cher Ben, et je salue la grande équipe de votre chaîne de télévision, mais aussi tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Quel sentiment vous anime-t-il après que vous soyez invité dans l'Hebdo pour la première fois? C'est un privilège, c'est un réel plaisir. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui font le débat dans le plateau de télévision, qui sont peut-être meilleurs que nous. Vous avez porté votre choix sur ma modeste personne. Ça ne peut qu'être un sujet de plaisir, de bonheur. Donc, je vous réitère tous mes remerciements, mais aussi à toute la coordination de la chaîne. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. D'entrée des jeux, Chris Mukendi, vous le savez déjà, c'est un secret de polichinelle. On a entériné Denis Kadima comme président de l'Assemblée et de la CENI, successeur de Corneille Nangaa. Dans quel angle de vue vous apercevez cette démarche qu'a menée les élus, je pourrais dire, nationaux? Je crois que l'Assemblée nationale est dans son rôle. On ne peut pas interdire à l'Assemblée nationale de jouer son rôle constitutionnel, mais aussi son rôle réglementaire, parce que, vous savez, la Constitution, tout comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lui donne le pouvoir, le plein pouvoir, de pouvoir entériner les délégués de la CENI. Donc, dès lors que les confessions religieuses qui étaient chargées de présenter un candidat président de la CENI a eu à déposer le rapport au niveau de l'Assemblée nationale, il ne restait plus qu'à l'Assemblée nationale de pouvoir jouer son rôle comme il a eu à le faire. Donc pour nous, c'est un pas vers les élections et qui devrait interpeller chaque parti concerné par ces processus. Donc pour nous, nous saluons cette démarche qui, du reste, est constitutionnelle. Il revient à l'Assemblée nationale de pouvoir entériner les candidats pour occuper les sièges au nom de la CENI. Alors, oui, entériné, l'Assemblée nationale a fait son travail, mais ça ne rencontre pas l'assentiment des compétiteurs. Quelques parties prenantes, je vais citer le FCC et la MOCA, montent au créneau pour fustiger les démarches qu'a menées
les élus, sinon l'Assemblée nationale pour entériner. Je pourrais citer Martin Fayulu qui dit « Mbosso s'est aventuré par la témérité de choisir quelqu'un qui est si proche du pouvoir, afin que les élections chaotiques soient créées ou soit falsifiées le résultat de l'élection de 2023. » Quelle est votre réaction? Non, il est facile de dire que telle personne, tel monsieur est proche du pouvoir. Ça, c'est une déclaration. Mais faudra-t-il encore prouver que monsieur X ou Y est proche du pouvoir? Vous savez, lorsque vous allez en justice pour accuser quelqu'un de détournement ou de vol, on va vous demander des preuves. Donc aujourd'hui, les uns et les autres qui disent que Kadima est proche de Félix Tshisekedi n'ont pas été à mesure de prouver cette proximité des relations. Moi, j'attendais parce que on a entendu l'abbé Chollet dire qu'il avait des enregistrements des conversations. Il paraîtrait que le bâtiment qui abrite les confessions religieuses dans leurs travaux est truffé des caméras et des enregistrements. Ils avaient des enregistrements, soi-disant. Mais il a promis de mettre à la disposition du président de l'Assemblée nationale ces enregistrements pour rencontrer ces déclarations qui ont été faites sur ces graves accusations qui pesaient sur la personne de Kadima. Mais jusqu'à aujourd'hui, M. Chollet a été incapable. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'accuser quelqu'un, il ne suffit pas de dire que Ben est proche de Boukendi, il faut le prouver. Donc, dès lors que ces accusations n'ont pas été prouvées, nous considérons que c'était des accusations non fondées. Et la charte d'abord, puisqu'il faut d'abord en parler, la responsabilité aujourd'hui, il ne faut pas le jeter sur les politiques. La responsabilité repose sur les confessions religieuses, à qui la mission de désigner le président de la CENI a été confiée. Et il faut rappeler ici que nous avons 8 confessions religieuses qui siègent au niveau de leur organisation. Et 6 ont dégagé, ont porté leur choix sur un candidat, et même les 2 qui n'ont pas porté leur choix sur le candidat considèrent, ils affirment que c'est le meilleur candidat de tous. Donc, mais d'un autre côté, pour des raisons que eux savent, ils n'ont pas voulu accorder leur quitus. Mais la charte dit clairement, lorsque vous n'arrivez pas à trouver, à dégager un consensus, il faut procéder au vote. Et la question qu'il faut poser maintenant à nos amis des confessions religieuses, pourquoi on ne constate pas dans leur PV, on n'a pas constaté dans les rapports qui ont été déposés à l'Assemblée nationale, le deuxième volet du choix de ces animateurs. Lorsque le consensus n'a pas été rencontré, pourquoi n'avait-il pas procédé au vote? C'est là qu'il faut poser la question à nos amis des confessions religieuses. Donc moi je pense que aujourd'hui, ils ont montré leurs limites. Et c'est là que je rejoins la pensée de d'autres compatriotes qui disaient ici, Paul qui disait qu'il faut déposséder les confessions religieuses de cette responsabilité. Et nous pensons comme lui qu'il faut déposséder. Il faut aussi revenir dans les contextes qui avaient fait que les confessions religieuses puissent prendre la responsabilité, les monopoles pour la désignation des animateurs de la CENI. C'était à Sun City, des rencontres post-conflit. Et lorsque les politiques se sont imaginés, ils ont dit, bon, nous n'avons pas confiance entre nous les politiques, mais puisque nous devons aller aux élections, quel mécanisme devrions-nous mettre en place pour que les élections qui vont venir demain au Congo soient des élections transparentes? Ils se sont dit, ok, confions cette responsabilité aux confessions religieuses. Donc, il faut dire aujourd'hui, après 3 cycles électoraux, que nous ne sommes plus dans les mêmes contextes qui veut que nous puissions accorder encore cette mission aux confessions religieuses, parce que là c'était la période post-belligérance. C'était un moment de conflit, d'agression de la RDC, et que les politiques ne pouvaient pas trouver des personnes fiables. Mais aujourd'hui, les confessions religieuses ont bel et bien montré leurs limites. Les premières élections, les catholiques selon les révélations qui ont été faites, les catholiques et nos amis de SCC ont eu à afficher le même comportement. Les élections de 2011, ils ont eu à afficher aussi le même comportement. Et en 2018, mais maintenant encore. Donc moi je considère qu'il est temps pour que nous puissions procéder à des vraies réformes. La vraie réforme, ce n'est pas de remettre, comme certains le disent, nos amis de la MOUCA disent, il faut dépolitiser la
la CENI, ça c'est une réforme partielle. Il faut aller au bout de la réforme, au bout de la logique, prendre l'organisation des élections, le remettre entre les mains du ministère de l'Intérieur. Lorsque nous disons ministère de l'Intérieur, nous ne voyons pas les politiques, parce que déjà, l'effet de parler ministère de l'Intérieur, certains voient un ministre UDPS à la tête du ministère. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas accepter. Il sera jugé par pour nous, lorsque nous disons ministère de l'Intérieur, nous voyons la fonction publique. Il faut remettre, il y a un secrétaire général qui est en charge les ministères de l'Intérieur, avec des services qui sont chargés de partis politiques, des questions liées aux élections. C'est à ces personnes-là qu'il faut remettre cette responsabilité, comme ça se passe partout dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, les propos que nous entendons des uns et des autres, je considère que c'est une diversion des personnes qui ne sont pas prêtes pour aller aux élections. Et à l'endroit de nos amis d'ensemble, moi je crois qu'en politique, on s'assume. On ne peut pas être à l'union sacrée, jouir des privilèges de l'union sacrée, jouir des dividendes de l'union sacrée, mais ne pas rater une occasion de tirer sur l'union sacrée. Et je rappelle ici que dans cette composition de la CENI aujourd'hui, il y a un membre... Est-ce que est-il réellement paritaire, cette commission, parce qu'on en parle? Non, mais la commission paritaire veut dire quoi? Vous savez, vous pouvez être désigné pour assister à une commission, de manière délibérée, vous décidez de ne pas assister. C'est comme le plénière. Il y a des gens qui ne viennent pas au plénière, mais qui sont députés. Prenons les cas des Mouzito. Mais le nom Bata. Prenons les noms, par exemple, nous prenons les cas, par exemple, d'Adolphe Mouzito. Depuis le 24 janvier 2019, date à laquelle l'Assemblée nationale a été installée, il n'a jamais pris part à une seule plénière. Mais ce sont ces personnes qui demandent à ce que nous puissions réformer. Ce sont des personnes qui jouissent des dividendes de l'Assemblée nationale, qui bouffent l'argent du contribuable congolais, alors qu'ils ne jouent pas les rôles pour lesquels ils ont été votés. Ils ont été élus. Non, mais c'est à ces personnes-là qu'il faut tirer les oreilles. Et moi, je crois même que l'Assemblée nationale devrait aller loin pour invalider ce genre de députés. Vous vous rappelez encore que lorsque Étienne Tshisekedi, Étienne Tshisekedi avait demandé aux élus de l'UDPS de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi n'a pas siégé. Il a été invalidé. Donc moi je crois que lorsqu'il y a un député, deux députés qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine le nombre d'absences pour lesquelles un député peut être invalidé, il faut appliquer sévèrement les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Mais ce qui dépite, c'est le nom du professeur Mbata. Est-ce que vous prenez quelqu'un qui est déjà président d'une commission pour PAJ, pour ne pas le citer. Alors vous le prenez être arbitre à ce moment-là. Est-ce que vous pensez réellement que ça a été paritaire, cette démarche qu'a menée l'Assemblée nationale? Paritaire, ce n'est pas dans le sens de la présidence. Paritaire, c'est l'égalité entre forces en présence, parties prenantes. Mais je sais que l'Assemblée nationale, selon son règlement intérieur, ne permet pas qu'un président d'une commission puisse... là, nous parlons des commissions permanentes. Les commissions permanentes, là, il faut bien préciser, commission permanente. On ne peut pas être au même moment président de la commission PAJ et président de la commission ECOFIN. Mais la commission qui a été mise en place était une commission circonstancielle. Donc, le règlement intérieur de l'Assemblée n'empêche pas à celui qui est président d'une commission permanente d'être président d'une commission circonstancielle qui a été créée pour un objet bien précis et pour une durée bien déterminée. Donc, je considère que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été violé de ce point de vue-là. Et ce qui se passe autour n'est que des manœuvres dilatoires des personnes qui ne voudraient pas en réalité aller aux élections. Vous avez entendu nos amis du FCC dire à un moment donné, parce qu'ils considéraient que la personne qui a à la tête... La personne qui a la maîtrise sur la Cour constitutionnelle et la personne qui a la maîtrise sur la CENI a déjà gagné les élections. Ce sont des propos qui sont sortis de la bouche d'Emmanuel. Donc vous utilisez la même arme pour le tuer. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ça veut simplement dire qu'eux, ils considèrent que Félix a aujourd'hui ses hommes à lui. C'est ce qu'eux, ils considèrent. Mais je rappelle ici que le président de la CENI a été désigné par une confession religieuse qui s'appelle Kimbangiste. Et le chef religieux de l'église Kimbangiste a eu à faire cette déclaration pour dire que Kadima est le candidat qui a été désigné par l'église Kimbangiste. Oui. Donc,
pour moi, je considère que toutes les manœuvres qui sont en train d'être menées par nos amis sont des manœuvres de personnes qui ne sont pas prêtes à aller aux élections et qui sont pour le glissement. Certains sont en train de prêcher pour les dialogues parce qu'ils considèrent que, au vu de la configuration politique en 2023, ils ne pourront plus être candidats parce qu'ils ont déjà raté cette occasion. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Il faut entrer dans les circuits du pouvoir. Mais comment y entrer? Il faut créer une crise que moi je considère comme une crise artificielle. Il n'existe pas de crise en République. Pourquoi? Pour se faire une santé financière. Mais justement, vous avez compris les schémas. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, moi je considère qu'il n'y a pas de crise. Et certains disent que les contextes qui a conduit à l'annulation de l'enterrement de Malonda, c'est le même contexte. C'est faux, cher ami. Vous allez vous rappeler que Malonda a travaillé avec Corneille Nangaa. Kadima n'a jamais été dans les installations de la CENI. Lorsqu'on dit c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. De un, Malonda était chargé des opérations, secrétariat technique au niveau de la CENI. C'est lui qui était l'homme à tout faire. Lorsque vous criez à la fraude, à la tricherie, la personne ressource de tout ce qui a été organisé à la CENI s'appelle Ronsa Malonda. Ben justement, s'appelle Ronsa Malonda. Il a travaillé avec une proximité extraordinaire avec Corneille Nangaa. On ne pouvait pas accepter. Mais de deux, lorsqu'il est désigné, la loi qui devrait établir les critères pour les candidats présidents de la CENI n'a pas été réformée. La loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Cette loi n'a pas encore été révisité. Les politiques ont considéré qu'on ne pouvait pas désigner les animateurs avant la loi et qu'il fallait d'abord procéder à la réforme de la loi qui détermine les critères de sélection des candidats à la CENI. Ce qui n'a pas été fait. De 3, il n'y a pas eu de commission paritaire. De 4, la population était dans la rue. Donc, c'était tous ces éléments réunis qui a fait que le président de la République ne puisse pas entériner M. Malonda. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. C'est différent. Donc, ceux qui partagent cette philosophie, je pense qu'ils n'ont pas raison. C'est encore une fois des manœuvres des personnes qui ne sont pas prêtes pour aller aux élections. Mais en qualité, vous leur donnez le crédit parce qu'ils sont votre partenaire, ils sont partenaires sérieux. Je parle là de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Étant partenaire sérieux, un partenaire sérieux qui vous dit ça a été entaché d'irrégularité. Il y a eu l'achat de conscience, il y a eu tout ce qu'il y a comme péripéties qui ont émaillé cette désignation de Denis Kadima comme président de la CENI. Vous ne voyez pas que cher Chris Mukendi, qu'on devait crever l'abcès et trouver un intérêt d'entente entre parties prenantes pour que l'ensemble, nous ayons des élections crédibles et apaisées et démocratiques en 2023? Non, moi je crois plutôt qu'en politique, on s'assume. Soit on est chaud, soit on est froid. Même la Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Je crois que lorsqu'on s'engage dans une famille politique, on a une certaine discipline du groupe qui veut que même si vous avez des contestations à faire, même si vous avez des propositions à faire, il y a un cadre pour lequel vous devez les faire. Mais n'est pas, je vois un Moïse Katumbi qui, je ne sais même pas si les présidents avaient déjà lu sa correspondance, mais la correspondance est trouvée déjà sur la toile. Moi, je considère Moïse Katumbi aujourd'hui comme une femme qui ne veut plus de son mariage. On lui pose la question, mais vous dites que vous n'aimez plus votre mari, madame. Vous dites que votre mari vous bat, mais qu'est-ce que vous faites encore dans ce foyer? Et la femme répond, je reste pour les enfants. Voilà, c'est ces jeux-là auxquels joue aujourd'hui Moïse Katumbi, qui est à l'union sacrée, non pas idéologiquement, non pas en termes de perspective d'avenir, de voir ou d'accompagner les présidents de la République à finir son mandat en 2023, et si perspective il y a pour la prochaine élection, de l'accompagner, mais il est là, jouissant des bénéfices, des dividendes, plus que tous les autres acteurs, mais la même personne se comporte en opposant. Je comprends que Faoulou se comporte de la manière, je comprends que les FCC puissent avoir une attitude assez, je ne sais pas, agitée par rapport au pouvoir, mais je ne comprends pas que Moïse Katumbi puisse se comporter de la sorte. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, en politique, on s'assume.
soit on est avec Félix Tshisekedi, soit on n'est pas avec lui et on s'assume. J'ai entendu qu'il a commencé des consultations au niveau de sa famille politique pour écouter les points de vue des uns des autres, pour enfin décider s'il doit rester à l'Union sacrée ou il doit quitter. Donc je pense que au cours de ces assises qu'il va tenir avec les siens, ils pourront lui prodiguer des conseils pour lui montrer la voie à suivre. Alors, hier 21 octobre, c'était la date qui était prévue que les ambassadeurs, notamment celui des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, pour ne citer que cela, devaient aller en Kamba pour rencontrer les chefs spirituels et les demander de pouvoir retirer Denis Kadima à ses postes. J'ai cette question à deux volets. Le premier volet, c'est que, est-ce que cette attitude, vous le trouvez comment déjà, parce que nous en sommes à 61 ans de l'indépendance? Est-ce qu'on doit continuer à subir le dictat de pays frères, ou bien on doit les accepter comme tels? Alors, le deuxième volet, c'est celui de savoir, est-ce que la démarche, elle est bonne ou mauvaise? Entreprise, bien sûr, par les ambassadeurs qui sont dans nos murs, à Kinshasa, j'ai envie de dire. Mais je crois que la réponse se trouve dans la formulation de votre question. Seulement, vous n'avez pas voulu les dire. Vous voulez que moi, comme invité, je puisse affirmer votre point de vue. Moi, je considère que le Congo est un pays indépendant. Je n'ai jamais vu ailleurs les ambassadeurs que nous avons délégués dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis, se mêler de la politique interne. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. On va dire, bon, c'est différent parce qu'ils sont partenaires de l'État, ils financent des projets, ils sont pas... Oui, très bien. Mais les élections, c'est un domaine de souveraineté pour un État. Moi, je considère qu'il y a des limites à tout. Il y a des limites. Aujourd'hui, c'est parce que nous avons, à un certain moment, nous-mêmes, ouvert la porte pour que ce qui se passe à l'intérieur de notre maison soit porté... à la connaissance des personnes qui étaient censées ne pas connaître. Je crois que c'est aussi nous-mêmes qui leur donnons cette occasion. J'ai appris ici que Fayoulou et certains membres du FCC sont allés voir Jean-Pierre Lacroix. Mais voilà comment nous sommes en train de nous vendre nous-mêmes. Donc, lorsque nous allons nous-mêmes vers ces personnes-là, ça veut dire qu'à un certain moment, ils viendront vers nous. Donc, moi, je considère que ce sont les Congolais eux-mêmes qui veulent encore rester sous les jougs des puissances étrangères. Personnellement, je n'ai jamais partagé cette attitude. Nous sommes, pour moi, un État indépendant, souverain. Et la question des élections, c'est une question de souveraineté pour laquelle les Congolais devraient se concerter eux-mêmes. Alors lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas, les violons ne s'accordent pas entre Congolais et ils sont dans nos murs, on ne sait pas fêter lorsque ça brûle chez les voisins. Voilà pourquoi ils sont venus à notre secours, histoire de planir un peu ces différends qui minent la classe politique congolaise. Vous ne voyez pas ça dans cet œil-là, M. Chris Mokendi? Je rappelle ici que nous avons eu à avoir des concertations nationales dans ces pays. Ce n'était pas organisé par l'Amérique, ce n'était pas organisé par la communauté internationale. C'était les Congolais eux-mêmes. Donc je considère qu'aujourd'hui, si les Congolais veulent parler, ils peuvent le faire eux-mêmes. Question de prendre conscience qu'ils sont simplement souverains. Donc moi, je ne suis pas pour cette approche paternaliste en politique où il y a un blanc devant et les nègres derrière qui reçoivent des leçons. Donc je considère que c'est une question qui relève de la souveraineté d'un État pour laquelle on ne peut pas tolérer des ingérences des étrangers. Et à son tour, le cabinet du chef spirituel de l'église kimbangiste a mis sur la place publique une correspondance pour dire que l'église n'était pas prête, Kamba là-bas n'était pas prêt pour accueillir cette délégation pour des raisons d'ordre, je pourrais dire, logistique. Alors, c'est un refus poli. C'est un refus poli. Vous savez Comment vous trouvez cette attitude-là? Non, mais je félicite les kimbangistes. Vous savez que Simon Kimbangu avait la même attitude. Et que le chef religieux de l'église kimbangiste aujourd'hui, sur qui repose le même esprit de Simon Kimbangu, agit comme lui. Rappelez-vous, Simon Kimbangu n'était pas pour que la colonisation puisse continuer à mater le Congo. Donc aujourd'hui, moi je salue sa détermination. Il a dit en des termes beaucoup plus diplomatiques. Mais je crois que l'ambassadeur américain a compris le message qui lui a été lancé en filigrane et qu'il ne voulait pas les recevoir parce que les élections, c'est un domaine exclusif de la souveraineté d'un État pour laquelle on ne peut pas accepter de l'ingérence.
Est-ce que vous-même, au sein de l'Union sacrée, vous êtes prêt pour amorcer les élections en 2023, pour que nous ayons des élections en 2023? Mais notre volonté est déjà affichée. La volonté, aujourd'hui, de l'Union sacrée est affichée. Vous avez vu que tous les délais voulus par les confessions religieuses pour faire le travail leur a été accordé. Malheureusement, les blocages persistaient. Donc, à un certain moment, il était question que l'Assemblée nationale, qui leur avait confié cette responsabilité, puisse prendre ses responsabilités en main. Donc, aujourd'hui, il est clairement établi que l'Union sacrée n'est pas dans les camps de ceux qui crient au glissement. Ce sont les autres, par leur démarche, qui voudraient cautionner les glissements, qui voudraient cautionner la non-organisation des élections en 2023. Nous nous sommes engagés. Le président de la République l'a dit lorsqu'il était aux États-Unis, devant la tribune des Nations Unies, mais aussi devant les micros de votre confrère Marius. Il a dit qu'il était déterminé à organiser les élections. Mais cela ne dépendait pas que de lui. Mais est-ce que ce n'est pas pour la consommation publique qu'on est en train de faire cette démarche? Et au-dedans du chef, il sait bien que je suis en train de baliser mon chemin pour qu'il y ait glissement en 2023. Non, je ne pense pas que c'est la démarche de Félix Tshisekedi. Vous savez, moi je suis en train de réfléchir à moi-même. Nous avons considéré que le régime Kabila, parce que vous savez que Félix Tshisekedi vient de l'opposition, on a tous considéré à un certain moment que le régime Kabila était un régime médiocre. Ça ne vient pas de moi, ça vient des catholiques qui ont considéré que c'était les médiocres et qui devaient dégager. Mais je réfléchis, je me dis, si Kabila, les médiocres, a pu organiser les élections pour son premier mandat dans les délais, Kabila, le mandat entre 2006 et 2011, le premier mandat, il a eu à l'organiser dans les délais. Pourquoi Félix Tshisekedi, qui représente l'autre médaille de la bonne gouvernance aujourd'hui, s'il faut le dire ainsi, peut ne pas organiser les élections dans les délais? Je suis de l'Union sacrée. Et c'est la réflexion que je me fais. Donc aujourd'hui, il ne faut pas donner des prétextes à nos adversaires politiques. Il ne faut pas donner des prétextes à tous ceux qui voudraient que les élections aillent au-delà de 2023 pour dire voilà, il a son premier mandat, il a été incapable d'organiser les élections en 2023. Donc moi je considère et je pense que le président est animé de la même volonté que moi d'organiser les élections en 2023 pour que, il a dit lui-même, la légitimité de son pouvoir ne puisse pas continuer à souffrir des menaces. C'est important. Parce que si nous allons au-delà de 2023, il y aura des discours qu'on a connus à l'époque de l'opposition, des transitions sans Félix Tshisekedi, transitions sans Kabila, vous en avez entendu parler. Donc pour rester dans le cadre de la Constitution telle que fixée dans notre texte fondamental, je crois que la volonté de Félix Tshisekedi est d'organiser les élections en 2023 et d'amener les pays à des nouvelles perspectives. Est-ce que finalement, vous ne pouvez pas, vous, je vais dire, de l'Union sacrée, écouter les deux confessions religieuses? Je fais référence à l'Église catholique et protestante. Pas le moindre, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la signature, comme l'a dit Rig Senga, porte-parole, celui qui a pris la parole, porte-parole des circonstances, j'ai envie de dire, de l'SCC. Il dit, nous avons la signature avant que la charte ne soit considérée, sinon une décision de la charte, il faudrait que ça soit signé et contre-signé par l'SCC et l'Église catholique qui ont la fonction de la vice-présidence et la présidence et la vice-présidence des confessions religieuses dans notre pays. Alors vous cautionnez une démarche, voilà pourquoi Katumbi a dit c'est entaché de régularité. Mais là c'est dans un cadre où il n'y a pas de blocage. Mais nous avons vu une certaine volonté dans les chefs de nos amis de bloquer la machine. Ils ont bloqué la machine. Est-ce que dire la vérité, c'est bloquer la machine? Non, mais vous savez que tout le temps qui leur a été accordé pour aller se mettre encore d'accord pour dégager un consensus, ces personnes que vous citez ne sont même pas venues. Posez la question. Ils ont demandé de rencontrer le chef de l'État. Je rappelle ici. Non, mais le chef de l'État n'est pas une confession religieuse. Il n'arbitre pas des conflits entre confessions religieuses. Il a dit. Hein? Il ne peut pas arbitrer, sinon vous direz qu'il est à gauche ou il est à droite. Donc il doit rester en dehors de tout ça. Mais je voudrais revenir à la question et à la charte. Vous savez que toutes les confessions religieuses n'ont qu'une seule voix, selon la charte. Il n'y a pas de confessions religieuses qui ont été placées au-dessus des autres. Les catholiques ne sont pas au-dessus des églises de réveil.
ne sont pas au-dessus des LCC, ne sont pas au-dessus des kimbanguistes, selon la charte. Et je rappelle ici l'article 1 de la Constitution, la RDC est un pays laïque. Donc nous ne sommes pas un pays musulman, nous ne sommes pas un pays catholique, nous sommes un pays laïque. Donc, on ne peut pas permettre à ce qu'une confession religieuse ou 2 confessions religieuses sur 8 puissent bloquer la machine. Et voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde demande à ce que cette responsabilité soit... que les confessions religieuses soient dépossédées de cette responsabilité. Parce que depuis qu'on a commencé les élections, nous avons vu qu'ils ont toujours posé problème pour que nous puissions atteindre notre objectif. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en période de la belligérance. Il n'y a plus de rébellions dans les pays. Aujourd'hui, j'ai souligné tout à l'heure que les contextes qui avaient fait que cette mission soit accordée aux confessions religieuses, c'était un contexte de belligérance. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, le Congo n'est pas divisé, le Congo est entier. Donc, il faut aller vers des vraies réformes. Et la vraie réforme, c'est de prendre cette responsabilité, la confier entre les mains du ministère de l'Intérieur. Et n'oubliez pas que l'Église catholique et les CC ont joué un rôle prépondérant, j'ai envie de dire, pour les départs de Joseph Kabila. Ils ont fait des choses qui ont poussé Joseph Kabila à laisser le pouvoir organiser les élections en 2000. Sinon, on n'aurait pas ça, Chris. Non, je crois que l'Église s'est jointe à l'opposition. L'Église est venue rejoindre l'opposition. Mais c'est aussi dire la vérité. Ils ont dit la vérité que Joseph Kabila n'avait pas la raison d'être. Mais nous étions dans quel contexte? Nous étions dans un contexte où le mandat de Kabila a terminé en 2016. Mais Kabila voulait aller au-delà. C'était dans ce contexte-là. Le contexte n'est pas le même, cher ami. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un président qui a encore 2 ans de son mandat entier. 2 années entières qui sont encore devant lui, et ce n'est pas le même contexte. Donc, le jour où Félix Tshisekedi voudra s'éterniser au pouvoir, et même nous qui l'accompagnons aujourd'hui, je crois que nous lui dirons certainement, Monsieur le Président, si vous ne respectez pas la Constitution, nous, on vous quitte. Voilà. Il faut que tout le monde respecte la Constitution. Félix Tshisekedi comme garant de la Constitution, le premier. Donc, en 2023, il faut qu'il y ait élection. Les élections ne sont pas organisées pour les politiciens, chers amis. Les élections sont organisées pour les peuples, que les peuples choisissent ses dirigeants. Voilà. Mais elle définit en quelque sorte les squelettes des gens qui vont gérer le pays dans un avenir proche, parce qu'on sait qu'en 2023, s'il y a élection, on aura tel président de la CENI et un arbitre qui a le maillot d'une équipe adverse. C'est ce qui frise, je crois, à mon humble avis, M. Chris. Non, mais j'ai dit tout à l'heure là que ça n'a pas été prouvé. On ne va pas commencer à faire des débats sur des allégations qui n'ont pas été prouvées. Abbé Chaul avait dit qu'il avait des enregistrements. On attend toujours des enregistrements. Moi, j'attends toujours. Mais il faut l'inviter sur votre plateau pour lui dire, Monsieur Chaul, nous attendons les enregistrements. Ils sont où? Sinon, je ne voudrais pas utiliser cette expression-là, mais c'est de la farce. Voilà. Il passe pour un menteur aujourd'hui. Alors pourquoi ça me taraude de l'esprit. Pourquoi entre confessions religieuses, les prélats, les hommes de Dieu peuvent s'enregistrer entre eux? Est-ce qu'il y a crise de confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a la même mise politique ou la main noire derrière tout ça, c'est qui crée une espèce de climat de manque de confiance entre membres de la même confession, ou je ne sais pas, essayer un peu de créer la religion. Je ne pense pas. Vous savez qu'il y a des salles qui sont truffées des caméras et des micros, toutes les conférences. Mais lorsqu'on sait qu'on parle avec un ami, c'est un peu en intime. On parle entre hommes de Dieu. Pourquoi placer une caméra un audio pour enregistrer son frère? Non, là je crois que c'était de la malice tout simplement. De la malice. Aujourd'hui, il est prouvé que ces enregistrements, si jamais il est sorti, vont les inculper eux-mêmes. Parce que je ne pense pas qu'ils avaient gardé silence. Ils ont tenu certainement des propos. Hein, qui ne voudraient pas mettre à la disposition du public. Parce qu'on va entendre la voix des Chaul et dire des choses, on entendra la voix certainement de certains autres qui sont de l'ECC ou de Senko, qui ont certainement dit des choses qui n'arrangera pas les pouvoirs. Et ils ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre ces enregistrements à la disposition du public. Alors, voilà. On a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est pratiquement, les élèves ont frôlé un carnage. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour faire entendre leur voix. Chris Mokendi, en tant que parent, en tant que responsable, en tant que cadre dans la société, j'ai envie de dire, dans notre pays, dans quel angle de vue vous avez perçu cette démarche qu'a amené les élèves pour faire entendre leur voix? J'ai été très révolté. Très révolté parce que je suis un parent.
Je réfléchis comme un parent qui envoie mon fils à l'école, par exemple au collège Boboto. Je dépose mon fils, je tourne, je vais au travail. Et je vois dans les images à la télé mon fils au Palais du Peuple. La première question que je me pose, je ne lui ai pas donné l'argent pour aller au Palais du Peuple. Je ne lui ai pas laissé de transport pour y aller. Comment il est arrivé au Palais du Peuple? Comment s'est-il organisé pour arriver au Palais du Peuple? C'est la première des questions que tout parent responsable devrait Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Justement, je suis en train de réfléchir comme un parent. D'abord. Et je me dis, la personne qui prend la responsabilité de prendre mon fils, alors que moi je l'ai déposé à l'école pour l'amener au Palais du Peuple. Si jamais sur le parcours, mon fils connaît un accident de circulation et qu'il meurt, à qui serait endossée la responsabilité? À qui on attribue cette responsabilité? Voilà autant de questions qu'on doit se poser. Et c'est là où on parle de la manipulation. Je crois que on ne doit pas impliquer les enfants dans nos revendications de grève. Je serais d'accord de voir les enseignants eux-mêmes aller au Palais du Peuple. Je serais d'accord de voir, je ne sais pas, les enseignants qui, comme j'ai appris, ils avaient $600 de salaire, aujourd'hui ils ont $180, c'est légitime qu'ils revendiquent, je comprends. Mais je ne peux pas comprendre que on utilise les enfants pour atteindre, pour faire pression à l'État congolais. Ça, je n'accepte pas. Il est clair que les revendications de nos amis enseignants sont fondées et que le gouvernement doit trouver des solutions. Je suis d'accord que le gouvernement trouve des solutions, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on manipule nos enfants afin d'atteindre cet objectif-là. Est-ce que c'est pas parce que les enfants sont de premières victimes de cette, je pourrais dire, gratuité, hein. Selon certains, d'ailleurs, on pouvait aller de manière progressive. On est allé trop vite en besoin. Voilà pourquoi on jette en pâture l'éducation de nos enfants. Alors, est-ce que les enfants ne se sont pas sentis vexés? Ils se sont dit, bon, d'accord, on y va nous-mêmes pour que... Vous pensez que c'est la responsabilité d'un enfant? Moi, je crois que les parents, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, ceux qui pensent qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une imposition de Félix Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement, c'est la Constitution. C'est reconnu par l'article 40 de la Constitution. L'article 40 de la Constitution dit que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. L'enseignement primaire. Non seulement gratuit, mais aussi obligatoire. Mais pour quel enseignement? Voilà, mais l'enseignement, ce sont les enseignants. Là, ce n'est plus le domaine de... Un enseignant qui se retrouve avec 90 élèves dans une même salle de classe, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Mon cher ami, en retour, il n'est pas bien payé. Voilà, je me pose la question. Est-ce que la responsabilité de la fixation du nombre des élèves dans une école dépend du ministre ou dépend de l'école en rapport avec sa capacité d'accueil? Moi, si je sais que cette pièce ne peut pas contenir 5 ou ne peut pas contenir 20 personnes, je dirais à la 21e personne que les places sont finies. C'est ça la responsabilité des écoles. Mais puisqu'ils veulent saboter la gratuité, ils ne limitent plus la place dans les salles de classe. On laisse les élèves venir, ok, allez entrer comme c'est gratuit, donc on ne tient plus compte du fait qu'il y a Covid, on ne tient plus compte de la proximité, on ne tient plus compte de tout ça. Comme si on était dans une foire. Comme si on met les enfants comme dans une cellule de prison à Makala, bon, entrez tous. Voilà, même si vous vous étouffez dans les salles de classe, ça c'est pas la responsabilité du gouvernement. C'est la responsabilité des écoles. Dès lors que le nombre requis, parce que je sais, nous, on a tous étudié, mais le nombre d'élèves sur un banc, c'est limité à 2. Lorsque vous savez que vous avez 24 bancs dans une classe, ça veut dire que la salle ne peut contenir que 48 élèves. Voilà. Mais pourquoi avoir, dans une salle qui doit contenir 48 élèves, vous en avez 50, 80, 70? Parce qu'on a décrété la gratuité? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a des personnes qui sont engagées résolument à saboter la gratuité de l'enseignement. Ces personnes se disent, si Félix réussit la gratuité, il a réussi son mandat. C'est ce qu'ils se disent. Mais ils ne voient pas l'intérêt de nos enfants dedans. Ce sont des gens qui sont engagés pleinement en politique, qui financent ce genre d'activité.
Est-ce que ce n'était pas une décision prise à la va-vite, hein? C'est-à-dire le chef de l'État s'est réveillé pour se faire une santé politique, une investor politique, il dit, bon d'accord, je déclenche cette gratuité pour qu'enfin j'ai les billets je pourrais dire, le feu vert aller rafler les élections en 2028. Non, moi je crois que s'il faut attribuer la faute, il faut l'attribuer à tous les Congolais. Comment vous... À tous les Congolais qui... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? À tous les Congolais qui ont voté par référendum la Constitution de 2015. Pardon, 2005. 2005, nous avons été au référendum. Nous avons tous... Promulgué en 2006. Nous avons tous dit oui à cette Constitution. Et cette Constitution, à son article 43, dit que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. C'est cette Constitution. Donc, si nous ne voulons pas de cette gratuité, supprimons l'article 43 de cette Constitution. Voilà. Moi, je crois que s'il faut... L'effet seulement que pendant 12 ans, Kabila n'a pas appliqué cette Constitution, les gens pensaient que c'était normal. Non. La gratuité, c'est ça la normalité. J'ai dit aux parents, vous avez voté la gratuité. Vous, les parents. Nous, les parents, lorsque nous avons voté, nous avons dit oui à la Constitution, nous avons accepté la gratuité de l'enseignement. Et Félix Tshisekedi doit appliquer la Constitution. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des mécanismes. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Nous sommes dans une session budgétaire aujourd'hui. Il faut trouver des moyens pour allouer le plus grand nombre du budget à l'enseignement. Il faut, parce qu'on nous parle toujours de la restriction, la réduction des trains de vie des institutions, il faut réduire effectivement les trains de vie des institutions pour mettre plus de moyens à la gratuité de l'enseignement. Il faut réduire les trains de vie pour que les enseignants qui ont besoin des moyens pour assurer une éducation de base, une éducation réelle à nos enfants, puissent aussi être satisfaits. Nous sommes là, dans la Constitution qui veut que la redistribution des richesses du pays soit équitable. Voilà. Moi, je vois des gens fustiger la gratuité aujourd'hui, mais il faut aller au bout. Si nous ne voulons pas de cette gratuité, alors on révise la Constitution, on les supprime. Mais c'est aussi un impératif international aujourd'hui. Avec l'UNICEF, tous les États du monde entier aujourd'hui imposent, lorsque vous adhérez à ces organisations internationales, lorsque vous êtes membre de ces organisations, il faut que dans votre pays, vous puissiez appliquer la gratuité de l'enseignement des bases. Donc je crois que nous devons, en tant que politique, nous assumer. Mais j'ai dit, nous sommes en pleine session budgétaire. Il faut que nos députés que nous avons élus puissent faire des découpes dans les budgets pour l'orienter vers l'éducation. Il faut que nous puissions avoir même 10% du budget de l'État qui est consacré à l'éducation. Je vais vous faire une révélation ici, peut-être que vous connaissez déjà, que les frais de fonctionnement seulement pour la gratuité de l'enseignement, les frais de fonctionnement seulement pour l'année est évalué à 2 milliards 905 millions 906 965 $. 2 milliards, juste pour les frais de fonctionnement. Donc je crois qu'il faut qu'à travers le budget qui sera voté, que nos députés puissent donner plus de moyens à ces secteurs. Je crois que le budget a été déposé, c'est un budget de pratiquement 10 milliards. Donc je crois qu'il faut, avant de pouvoir affecter les budgets dans notre secteur, voir en priorité les domaines de l'éducation et donner les moyens pour que les revendications qui ont été exprimées des enseignants soient rencontrées. Mesdames, Messieurs, nous en sommes en train de chuter. Nous prenons le dernier virage de l'hebdo, votre magazine qui traite des questions brûlantes de la semaine. Vous le savez, les élèves ont envahi le siège de l'Assemblée nationale de notre pays pour faire entendre leur voix. Question d'avoir accès à l'éducation. Comme notre invité vient de le dire, c'est inscrit dans la constitution de notre pays qui dit que l'école primaire est gratuite. L'école primaire est gratuite, j'ai envie de dire, et obligatoire pour tous les enfants. Et je reviens vers Chris Mukendi pour poser ma dernière question. Et ainsi, je vais vous laisser la caméra si vous avez un message particulier à lancer au public qui nous ont suivis, aux autorités de ce pays. Et comme c'est là, vous allez le faire. La dernière question, c'est que quand vous dites que c'est 70, parce que quand vous dites c'est 2 milliards quelque chose, c'est au-delà pratiquement de la moitié du budget actuel. Alors, pourquoi avoir pris le risque d'engager
telle chose au moment où nous savons que c'est au-delà de notre budget. Et puis, vous allez conclure directement avec le message. Non, ce n'est pas un risque que je prends, ou les risques que le gouvernement a pris. C'est un impératif constitutionnel. Voilà. Donc je crois que s'il y a des personnes qu'il faut blâmer, ce sont ceux qui étaient au pouvoir depuis tous ces temps, qui n'ont jamais appliqué la gratuité, qui n'ont jamais à construire des écoles, alors qu'on nous avait dit dans les budgets passés qu'il y avait l'argent qui était prévu pour la construction des 1000 écoles. Si les régimes passés, parce que l'État c'est une continuité, si les régimes passés avaient construit des écoles, je pense qu'aujourd'hui les catholiques ne feraient pas de chantage à l'État. Aujourd'hui, les catholiques n'engageraient pas un bras de fer avec l'État. Donc la conséquence, c'est que les régimes qui se sont succédés n'ont pas pu travailler à rencontrer les besoins réels de la population. Félix qui vient, qui active cette disposition, n'est pas non plus un homme à blâmer. Je crois qu'il faut les féliciter. Avec la gratuité de l'enseignement, plus de 3 millions d'élèves ont accédé à l'école aujourd'hui. Des élèves qui n'ont jamais été scolarisés. Il faut prendre les choses du bon côté. Le nombre d'enseignants, c'est vrai, qui revendiquent, ne peut pas être, ne représente même pas les 10% de ceux des enseignants qui aujourd'hui profitent de la gratuité. Des enseignants qui n'avaient même pas 100 $ de salaire à la fin du mois, qui aujourd'hui régulièrement, c'est vrai que c'est rien, qui ont aujourd'hui pratiquement 180 $. Donc je dis, il faut maintenant travailler de manière à équilibrer les choses et à accorder aussi, à faire retrouver les enseignants des églises catholiques des avantages perdus. Donc je considère que ça sera mon dernier mot de la fin. Il faut faire confiance au gouvernement et je pense que le gouvernement y travaille. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, devra se pencher sur cette question. Et j'ai vu le premier vice-président de l'Assemblée nationale prendre l'engagement devant les élèves. Et je crois qu'en tant qu'autorité budgétaire, il va porter la voix de ses enfants ou de ses enseignants au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on alloue un montant qui correspond à la demande de nos enseignants. Merci beaucoup, Chris Mokeni, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin l'hebdo de ce jour. Si vous avez aimé, dites merci à Jean-Marie Luboya qui a travaillé de main de maître, afin que vous ayez de belles images, comme vous l'aurez marqué sous vos yeux. Alors, c'est ici que prend fin, comme je l'ai dit tantôt, ce numéro de l'hebdo. J'ai dit merci à tous et à chacun qui nous ont suivis. Faites-nous toujours confiance et nous allons revenir dans peu pour pouvoir vous proposer quelque chose de meilleur, comme nous en avons la réputation. Bye, à la prochaine.